Aujourd'hui, je reçois Luc Rouban dans le cadre de la sortie récente de son livre Les racines sociales de la violence politique aux éditions L'Aube. Alors bonjour Luc Rouban. Bonjour. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po et vous avez mené une enquête sur cette crise démocratique que connaît notre pays depuis quelques années maintenant, qui prend en réalité racine depuis la crise des Gilets jaunes et même si on veut aller un peu plus loin dans la réflexion depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et vous dites l'une des caractéristiques de cette nouvelle crise économique, c'est l'émergence d'une forme de violence politique inédite. Et vous dites qu'il existe un genre de fil rouge entre plusieurs grands événements, la crise des Gilets jaunes, la réforme des retraites, plus récemment les émeutes qu'on a connues l'été dernier, les violences antisémites, tout ça. Alors je voulais commencer par là. En quoi est-ce que cette crise démocratique tient à une violence inédite et quel est ce fameux fil rouge qui relie toutes ces manifestations de violence? Bien, en fait, pour aller au fond du sujet tout de suite, ce qui apparaît comme étant tout à fait original, c'est le fait que cette violence, la violence politique, elle a toujours existé en France, hein, depuis, je dirais, depuis le Moyen Âge, hein, je veux dire, c'est pas nouveau. Simplement, là, on n'est plus dans le cas d'une violence qui est organisée par une idéologie, par une philosophie politique, par des partis politiques, par des syndicats. Bon, les syndicats, ils savent l'organiser, ils savent l'encadrer, ils savent évidemment la limiter. C'est pour ça qu'ils ont des services d'ordre. Il y a tout un rituel avec les forces de l'ordre quand il y a des manifestations pour justement éviter que ça déborde. Donc ça, il y a tout un savoir-faire, si vous voulez, de la manifestation qui a complètement disparu lors des Gilets jaunes, avec une forme je dirais, d'émeute plus ou moins insurrectionnelle, mais surtout qu'on voit une forme donc de violence qui sort, je dirais, de la contestation politique habituelle, qui sort des cadres institutionnels, qui sort et qui devient très individuel, qui est très atomisé, qu'on va retrouver évidemment, c'est le moment fondateur, je pense, que ce sont les Gilets jaunes, qu'on va retrouver ensuite avec les manifestations, par exemple, contre la réforme des retraites. Alors, je ne parle pas des mouvements d'extrême gauche, Black Bloc, etc., qui sont déjà des professionnels de la violence, bon, qui savent, eux, je dirais, utiliser cette violence. Non, je parle, comme je le cite dans le livre, d'un certain nombre de personnes qui viennent de tous les horizons, des étudiants, des retraités, qui un beau matin se mettent à envoyer des projectiles sur les forces de police, puis qui expliquent au juge, bah oui, voilà, j'étais en colère, je ne sais pas trop, etc. Bon. Et on a ces différents exemples, et puis on a aussi tous les exemples très quotidiens de violences contre les élus, contre les maires des petites communes, qui s'inscrivent dans une relation interindividuelle. Hein, voilà, je ne suis pas content parce que on n'a pas, on ne m'a pas écouté, ou j'attends trop longtemps la réponse du maire. Et puis, on a eu aussi les émeutes, bien sûr, de juillet 2023, de juillet dernier, qui ont touché des petites communes. Donc, on est complètement sorti aussi des émeutes de 2005 qui étaient, je dirais plus socialement typées, avec, si vous voulez, dans les grands ensembles, liés aux grandes banlieues, des agglomérations. Là, on voit des phénomènes, je dirais, d'agglomération soudaine d'éléments plus ou moins isolés, qui deviennent violents, qui s'en prennent à la police. Il y a toutes les institutions. Donc c'est politique, c'est pas partisan, mais c'est politique, parce que systématiquement, et là on trouve le fil rouge, il y a plusieurs éléments dans ce fil rouge. C'est un fil tressé. Il y a plusieurs brins dans le fil, hein. C'est comme l'ADN. Hein. C'est qu'en fait, vous avez d'une part une remise en cause des institutions, d'une manière générale, de l'autorité. Et ça, on le voit aussi, bien sûr, malheureusement, dans l'enseignement, les agressions contre les enseignants, contre le personnel de l'éducation nationale, etc. Alors, ça peut être lié à des éléments religieux ou pas, d'extrémisme ou de radicalisme, mais pas forcément. Et puis, vous avez aussi un deuxième brin, c'est l'idée que, dans le fond, vous avez une forme comment dirais-je, de contestation de fond du système social dans son immoralité. C'est-à-dire qu'il y a une indignation morale. Hein. Quand vous écoutez les Gilets jaunes, c'est tout à fait clair. Il y a des revendications économiques, évidemment, concernant le pouvoir d'achat, concernant, bon, c'était la taxe carbone, etc. Mais derrière, vous avez une indignation morale et là, quand on l'analyse, qui touche fondamentalement
je dirais, la hiérarchie sociale. C'est-à-dire, alors c'est pas nouveau de remettre en cause la hiérarchie sociale, mais là, ce qui est nouveau, c'est que cette remise en cause va concerner et partagée par des classes moyennes et des classes supérieures même, hein. Quand on fait l'enquête, on s'aperçoit que même une partie des classes supérieures commence à dire que finalement le système, il est pas très honnête, et il est pas très, je dirais, ni transparent ni honnête. Donc, remise en cause de la méritocratie républicaine, et ça on le voit très clairement chez les jeunes notamment. Puis peut-être troisième bras aussi, je dirais, une forme de remise en cause de, oui, tout ce qui touche à la mobilité sociale. Je parle dans mon livre des questions du diplôme. Dans le fond, la grande déception, on est obligé d'avoir des diplômes parce que c'est le système, et en fait, enfin, une grande partie des personnes qu'on a pu interroger n'y croient plus tellement. Donc vous avez un décalage, une non-reconnaissance du travail, non-reconnaissance de l'effort, une forme de mépris social. C'est l'idée de mépris aussi, hein, qui revient très souvent. Et d'ailleurs, on est très souvent surpris parce que quand on interroge même des personnes, par exemple profession libérale, cadre, donc les professions supérieures, vous avez une bonne part de ces personnes qui considèrent que la société les traite avec mépris, hein, ce qui est quand même très significatif. Et je dirais que ça, c'est quand même très significatif en France, parce que par rapport à d'autres pays, on observe des décalages tout à fait importants, hein. Et alors comment il est né ce mépris vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la hiérarchie sociale? Est-ce que ça arrivait avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et tout ce qu'il incarne, ou bien est-ce que Emmanuel Macron est tout simplement arrivé là au mauvais endroit, au mauvais moment, au moment où justement ça devait de toute façon exploser un petit peu, si je puis dire? Bah, c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire, je dirais que c'est plutôt je dirais le macronisme plutôt que Emmanuel Macron, parce que c'est plutôt une idéologie managériale plus générale. Ça se résume pas à une personne. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, oui, je dirais que c'est plutôt un catalyseur en quelque sorte. Effectivement, ce sont des phénomènes c'est un peu comme je dirais, comme les plaques tectoniques ou comme les mouvements sismiques. Ça se prépare longtemps à l'avance, hein. Et quand ça explose, c'est quand même très dangereux et très violent. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé. Et en fait, vous avez effectivement une décomposition d'un certain nombre de grandes structures qui étaient bon, le mérite, la République. Et là, c'est vrai que la République, aujourd'hui, vous savez, elle en a pris un sacré coup, hein, parce que quand on demande aux gens s'ils voudraient que la France devienne, par exemple, une société multiculturelle, vous avez pratiquement 45% des gens qui vous disent oui aujourd'hui, hein. Donc, vous savez, le cadre, la société républicaine, égalitaire, etc., c'est bien dans les discours, mais sur le terrain, les positions sont beaucoup plus critiques et nuancées maintenant. Donc en fait, vous avez eu effectivement des phénomènes de fond. Je parlais de la méritocratie, du rapport à l'école, du rapport au travail, donc ça, c'est pas nouveau. Mais surtout, ce qui est arrivé aussi, c'est que ni la gauche ni la droite ont été en mesure réellement de régler le problème. Là-dessus intervient le macronisme qui vous dit, je vais faire une révolution, j'ai compris. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en parle très clairement, par exemple, de la méritocratie dans son livre Révolution ou dans ses premiers discours de 2016-2017. Et bon, après, ça a été plus ou moins oublié. Oui, il n'a peut-être pas pu non plus faire tout ce qu'il voulait, mais c'est vrai qu'il y a une attente, il avait senti cette attente en France d'un système plus attentif, voilà. Et en fait, on va passer très rapidement dans une forme de pouvoir très concentré, très lointain, avec ce reproche qui lui est fait d'être complètement séparé du terrain et distant et être hors sol en quelque sorte. Bon, ça, c'est revenu en permanence. Et dans cette affaire, vous avez effectivement une forme comment dirais-je, ça a un peu mis de l'huile sur le feu en quelque sorte. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous commencez à avoir une posture qui était assez ambiguë, parce que le macronisme, c'est en même temps une espèce de proximité. Vous savez, c'est un peu la proximité du manager qui arrive, vous savez, vous savez, les patrons de grandes entreprises privées qui arrivent devant leurs salariés en jean et en basket. Oui, enfin, sauf que, bon, voilà, il y a une espèce de mise en scène de proximité et de communication. La communication, ça fait beaucoup de dégâts, qui donne l'illusion de la proximité, mais qui détruisent en même temps la sacralité des institutions. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où la distance... Alors, il y a deux choses. Il faut de la distance, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut une distance en termes d'institutions pour qu'il y ait du respect, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de distance dans l'écoute et dans le suivi des citoyens.
Oui, d'ailleurs, vous dites qu'il y a une frontière qui est un peu confuse aujourd'hui entre le secteur privé et le secteur public, avec comment dire, on a aujourd'hui les politiques qui enjoignent aux agents publics de s'inspirer, de prendre exemple sur le secteur privé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette confusion est créée et en quoi est-ce que elle-même ne sert pas non plus à l'État, ne rend pas service à Oui, l'État? alors oui, ça c'est un élément aussi, je dirais, c'est un autre brin encore du fil rouge. C'est la confusion entre le registre du public et le registre du privé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement, globalement, on considère que les affaires publiques peuvent être gérées comme des affaires privées, comme dans une grande entreprise, et où dans le fond, vous êtes dans une forme de ce qu'on appelle la gouvernance plutôt que le gouvernement, où les ministres sont des collaborateurs, pas vraiment des ministres comme à l'ancienne, hein, c'est-à-dire représentants des forces politiques, mais simplement bon, bah, des personnes qui vont gérer un secteur ministériel, mais sans passer politique et je dirais, sans parcours professionnel de politique qui seront passés par les collectivités locales, etc. Eh bien, vous avez cette idée que dans le fond, si l'État est géré comme une entreprise privée, alors ça entraîne un certain nombre de conséquences. D'abord, une pression sur les personnels, ça c'est évident, hein, avec des moyens qui ne suivent pas, une mauvaise gestion des ressources humaines, ça je crois que tous les fonctionnaires pourraient en parler longuement. Mais surtout, c'est l'idée que dans le fond, bah, si le public devient un peu comme le privé, la distance dont je vous parlais tout à l'heure, elle disparaît. Et donc, dans le fond, en plus, un privé, enfin, un public privé, on ne sait plus trop, mais une confusion qui est largement dénoncée hein, par les Français. Et bon, par exemple, le fait d'aller chercher des entreprises de conseil qui sont souvent des filiales de groupes américains, d'ailleurs, pour préparer les politiques publiques, ça a donné quand même lieu toute une enquête du Sénat, un rapport de la Cour des comptes. Enfin, quand même, ça coûte pas si cher que ça, mais pour le plan des principes, ça veut dire que le service de l'État devient un peu secondaire et on va se servir dans le secteur privé. Donc, ces confusions font que, dans le fond, il y a une espèce de soupçon général de corruption du système, pour le dire simplement, de conflit d'intérêts potentiels mais structurel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner des enveloppes, mais qu'il pourrait y avoir des arrangements par derrière. Donc il y a une espèce de soupçon. Et on le voit très bien, parce que quand on fait nos enquêtes au CEVIPOF sur le baromètre de la confiance politique, on voit bien que cette confiance elle est très basse maintenant en France. Hein, ça ne s'est pas amélioré ces dernières années. Donc il y a cette idée que dans le fond, bah, tout ce qui est public, l'autorité perd de sa légitimité parce qu'il y a une espèce de doute. Alors on l'a vu en matière même vaccinale, quand il y a eu le Covid, etc. Il y a un doute. Et il y a une espèce d'interrogation sur l'honnêteté des décisions, sur leur rigueur morale ou sur, je dirais, leur rigueur, je dirais, générale, hein, c'est-à-dire la mise au service de l'intérêt général. Donc, on a cette remise en cause qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et alors, elle est très importante en France. Pourquoi? Parce que le rôle de l'État en France est très important, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie. Parce que le problème, c'est qu'en France, l'État, c'est pas simplement un distributeur de ressources, c'est pas non plus seulement, je dirais, un acteur du régalien, enfin un acteur régalien essentiel pour la sécurité. C'est aussi, en quelque sorte, une forme de c'est le fabricant, c'est celui qui fabrique les élites en France. Hein. Bon, il ne faut pas l'oublier. Donc, contrairement au Royaume-Uni, où c'est quand même le monde des affaires, en Allemagne, c'est plutôt le monde des juristes. Enfin bon, c'est très différent, je ne rentre pas dans le détail. Mais globalement, en France, c'est quand même, je dirais, le moteur de la cohésion sociale. Et si ce moteur commence à être considéré comme fonctionnant pas très bien, là, vous avez un retour très négatif dans l'opinion. Et alors comment faire justement pour retrouver un bon fonctionnement de ce moteur, pour comment dire, regagner la confiance vis-à-vis des institutions, parce que c'est vrai que ça concerne tout ce qui représente l'État, l'éducation nationale, la police, la justice. On a vu là récemment justement une professeure malmenée parce qu'elle avait demandé à une élève de retirer son voile. Ça concerne en plus tout le monde dans la population, qu'il soit partisan ou non, et c'est un point que vous avez souligné en introduisant votre propos, c'est que c'est loin d'être justement un mouvement de violence partisane. Donc quelles sont les solutions pour retrouver cette légitimité? Que devraient attendre en fait les Français de la prochaine personne qui arrivera au pouvoir? Ah, je pense qu'il y a des solutions. Alors, il y a des solutions qui sont relativement simples à mettre en œuvre et rapides, et puis d'autres qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues. Celles qui sont simples et rapides, c'est, je dirais, retrouver une certaine morale.
C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, parce que là, on est quand même dans une période historique un peu particulière, qu'on ait une pléiade de ministres qui aient été nommés en ayant des problèmes avec la justice, par exemple. Ça s'est jamais vu. Hein. Bon, jusqu'à une date récente, bon, ça arrivait, on avait des affaires, enfin, c'est des affaires, ça arrivait de temps en temps. Là, maintenant, on n'en parle même plus si on a trop. Bon, donc, déjà, essayer de faire attention à ce que le personnel politique soit vraiment soumis à une déontologie sérieuse et soit contrôlé. Hein, parce que bon, on a la haute autorité pour la transparence à la vie publique. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas tous les moyens. Et d'ailleurs, la plupart des ministres qui ont eu des problèmes, c'était justement avec cette haute autorité. Donc là, je pense qu'il y a un peu de rigueur, ça suffit. Hein, c'est pas très, très difficile, mais bon, il faut encore le faire. Bon, ça veut dire aussi quand même je pense, un rappel que bah, la République, c'est pas un self-service non plus, et que il y a des institutions qu'on doit respecter. Et là, effectivement, et ça correspond aussi quand même à une opinion majoritaire en France, c'est que notamment la justice est quand même très défaillante sur beaucoup de points. C'est quand même le service public en qui les Français ont le moins confiance, hein, c'est 48%. C'est très très bas. En Allemagne, c'est 65% de confiance. Hein, voilà. Donc on a vraiment un système judiciaire qui fonctionne très mal. Alors, on peut trouver toutes sortes d'explications, manque de moyens, etc. Mais il y a quand même l'absence de politique pénale sérieuse ou de prévention sérieuse et d'intégration de cette politique sur le long terme. Ça, là, on pourra en parler longuement, mais ça serait peut-être trop long. Mais globalement, là aussi, il y a un vrai problème. Il ne faut pas oublier que la République, c'est quand même aussi, elle a une certaine force coercitive, c'est-à-dire que c'est pas, on ne fait pas n'importe quoi, et il faut aussi un petit peu respecter les représentants et les élus. Hein. Et puis, il y a des questions plus complexes, plus lourdes, c'est le rôle de l'école, le rôle des diplômes, augmenter la part, par exemple, de la reconnaissance des résultats, du savoir-faire, du travail par rapport au diplôme. Hein, parce qu'en France, on a le culte du diplôme, c'est un petit peu le pays des diplômés, mais on a un tel décalage souvent avec les emplois réels que c'est une machine qui produit de la défiance plutôt qu'autre chose. Donc là, il y aurait vraiment à revoir complètement le système scolaire, peut-être plus d'autonomie pour les établissements, plus de liberté, plus d'adaptation au terrain. Et ça m'amène à cette idée aussi qu'il faudrait davantage de décentralisation, parce que là, on est dans une situation très, très complexe. Alors, il y a quelques progrès qui sont faits là, pour la Corse, notamment, enfin, on va trouver une situation d'autonomie plus importante, et c'est quand même là une avancée positive. Mais c'est vrai que là, il y a aussi un problème de proximité de service et d'écoute qui est quand même qui pourrait être résolu assez plus simplement, en responsabilisant d'ailleurs politiquement les élus. En tout cas, pour en savoir plus, donc, les racines sociales de la violence politique aux éditions L'Aube. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller se plonger dans ce travail d'enquête avec plein de données chiffrées, plein d'idées préconçues aussi qui sont un peu déconstruites sur des caractéristiques qui, a priori, selon nous, pourraient expliquer la violence, mais en fait non. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ce livre. Donc merci beaucoup Luc Rouban pour avoir Merci à répondu vous. à cet entretien et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet échange.